Bonjour à tous. On va pouvoir passer au deuxième temps de cette matinée. Je vais attendre que les dernières personnes s'installent. Donc deuxième temps de cette matinée, celui du débat, puisque nous vous proposons à la suite des propos de Claude Égin, notamment sur les perspectives de restructuration du secteur médico-social, de réfléchir à l'avenir de ce secteur, avec la préoccupation première évidemment de la réponse aux besoins des personnes âgées et des personnes handicapées, et de la qualité de cette réponse, besoins croissants et évolutifs, comme on le sait, et ceci bien sûr dans un cadre budgétaire contraint à l'extrême. En effet, en 2015, selon le projet de loi de finances, les concours financiers de l'État au département devraient diminuer de 1,15 milliard d'euros, et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour le secteur médico-social devrait quant à lui voir sa progression encore ralentie, avec un taux de 2,2% contre 3% en 2014. C'est donc dans ce contexte de rigueur extrême que l'ARS envisage, en partenariat avec les conseils généraux, une démarche de restructuration des structures médico-sociales à risque de fragilité, via notamment des incitations fortes au regroupement, mutualisation, coopération, à l'horizon 2018. Si la tendance n'est pas nouvelle, puisque la nécessité d'opérer des rapprochements et de coordonner les acteurs est soulignée depuis de nombreuses années, on sent bien que l'agence souhaite en quelque sorte passer à la vitesse supérieure avec ce projet de restructuration. Et on retrouve d'ailleurs cet objectif au niveau national, à travers par exemple le plan de promotion des services polyvalents d'aide et de soins à domicile, SPASAD, annoncé par Laurence Rossignol le 25 septembre, consistant à transformer d'ici 5 ans les services de soins infirmiers en services polyvalents, par fusion ou groupement avec des services d'aide à domicile. Un plan impliquant donc la mobilisation des conseils généraux et des ARS, à budget assurance maladie constant. Au passage, la ministre a précisé à cette occasion qu'il n'était pas souhaitable de viser un taux d'intervenants diplômés très important, faute de financement évidemment, mais aussi parce que selon elle, le marché du travail en France doit garder des emplois non diplômés. Je laisse l'expliquer là-dessus. Alors pour réfléchir aux perspectives de restructuration ou refondation du secteur médico-social, nous accueillons 6 intervenants et je les remercie vivement d'avoir accepté notre invitation. Je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils sont installés. Monsieur le Dr Albert Fernandez, directeur de l'autonomie du Conseil général des Yvelines. Monsieur Alain Leclerc, trésorier de l'association Notre-Dame, gestionnaire de 4 établissements accompagnant des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale, dont 3 à Neuilly-sur-Seine et 1 en Loire, et par ailleurs administrateur de l'association du Vincent. Monsieur Pierre Laporte, vice-président chargé de l'autonomie des personnes au Conseil général de Seine-Saint-Denis. Madame Elisabeth Donnelly, directrice générale du Moulin Vert, association multisecteur, œuvrant dans les champs de la protection de l'enfance, des personnes âgées et des personnes handicapées, avec, si je ne me trompe pas, 36 établissements et services dans 4 régions de l'Île-de-France. Monsieur Marc Bourcard, directeur du pôle médico-social à l'ARS, que je ne vous présente plus. Et enfin, Mme Chantal Cayabé, directrice générale du GCSMS de l'OS, regroupant 3 associations yvelinoises accompagnant des personnes en situation de handicap mental, qui sont l'Envol, la Bélie du Envol, la Rencontre et ses arrondissements. Alors, j'insiste d'emblée sur le fait que l'intérêt d'une journée comme celle-ci, c'est aussi d'entendre les participants, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à préparer vos témoignages et vos questions aux intervenants. Nous réserverons un temps spécifique à la fin de cette table ronde. Pour commencer nos débats, donc en réaction aux propos de Claude Égin sur la restructuration du secteur médico-social, j'aimerais entendre vos différents points de vue sur les évolutions du secteur médico-social qui nous semblent indispensables pour assurer une réponse de qualité aux besoins des personnes dans ce contexte financier ultra contraint. Sachant que, je mets un petit peu une sous-question dans ma question, nos adhérents entendent bien sûr que les financements se tarissent, mais ils regrettent aussi assez massivement l'appauvrissement du dialogue avec les financeurs, qui, nous disent-ils, se déplacent de moins en moins dans les établissements, appliquent des restrictions budgétaires de façon parfois drastique, en
en étant parfois de plus en plus déconnectés des besoins et des contraintes du terrain. Je cite des propos qui nous remontent régulièrement. Nos financeurs ne sont plus des partenaires mais des donneurs d'ordre, voilà, pour un titre d'exemple. Donc la question sous-jacente, et dans la lignée de la conclusion des propos de Claude Évin, c'est comment essayer de réfléchir ensemble, autorités et associations, à ces évolutions nécessaires, comment rétablir un réel partenariat et retrouver un climat de confiance nécessaire pour inventer de nouvelles stratégies d'organisation de la réponse aux besoins des usagers. Sur cette première question, je propose qu'on entende d'abord les conseils généraux, peut-être Monsieur Laporte, si vous voulez bien commencer. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité. C'est ma deuxième année où je participe à ces réunions. Alors, la première chose, c'est le rôle des conseils généraux. Alors, le rôle des conseils généraux, pour les personnes handicapées comme pour les personnes âgées, d'abord il y a un rôle je prends l'ossature, je ne parle pas après tout ce qui se fait, on y viendra, mais c'est d'abord d'évaluer, d'ouvrir des droits, de les payer, et puis d'avoir aussi, puisque c'est notre compétence, un rôle de coordination de chefs de file, entre guillemets, des politiques en matière d'autonomie, personnes âgées, personnes handicapées. Ça, c'est le rôle tel qu'il est défini par la loi. Alors évidemment, il est forcément en partenariat avec les services de l'État, notamment l'ARS, mais aussi des structures comme la CRAMIF, la CNAF, notamment pour ce qui est du domaine de la prévention des personnes âgées, et d'autres encore. Et puis évidemment, il a aussi comme partenaire les associations qui sont porteuses d'établissements, de services, ou les associations de défense des usagers. Et puis les usagers eux-mêmes. Donc nous avons établi des schémas. La dernière génération de schémas que nous avons établis, personnes âgées, personnes handicapées, marche sur un principe, c'est-à-dire que nous l'avons établi par des réunions, des assemblées générales où on invitait très largement tous ces partenaires pour discuter des problématiques du département et voir ensemble quelles étaient les propositions qu'on pouvait faire sans, à partir de cet état des lieux, sans se censurer sur ce que l'on voulait. C'est-à-dire on ne part pas, alors vous allez me dire ça a un défaut peut-être, mais on ne part pas du principe qu'on n'aura pas les moyens de le faire. On dit voilà les besoins, voilà comment on peut y répondre, qui peut y répondre, qu'avons-nous comme moyens aujourd'hui. Évidemment, ça laisse apparaître dans les schémas des endroits où on n'a pas de pilote dans l'avion pour le faire ou pas de financement pour faire cela. Mais ça permet d'avoir une photographie des besoins à ce moment-là et de l'évolution qu'on doit mener. Donc ça, c'est vrai pour le schéma personnes âgées, c'est vrai aussi pour le schéma personnes handicapées. Ça, c'est un domaine très important de coordination, puisqu'on dit, je dirais que la mise en réseau des acteurs, c'est quelque chose de fondamental, et la démocratie participative pour l'élaboration d'un schéma, mais aussi pour son suivi, puisqu'on convoque régulièrement des réunions pour montrer où on en est, quels sont les obstacles, et peut-être éventuellement changer de cap sur des choses qui ne fonctionnent pas, ou développer plus des choses qui fonctionnent. Voilà le principe, et à travers ça, je vais venir sur les questions posées. Alors, j'entendais tout à l'heure votre présidente insister sur la question de la démocratie participative. Je n'anticipe pas le débat, mais toute la réforme territoriale va à l'envers de toute démocratie participative. Pour nous, c'est une recentralisation des décisions. Alors, on y viendra cet après-midi, vous y viendrez cet après-midi, mais je voulais quand même le souligner. Alors, sur notre département, ce que l'on peut dire, c'est que nous avons, au niveau des personnes âgées, des EHPAD qui sont des établissements à 40% récents, c'est-à-dire construits depuis 2007. Donc on n'a pas trop le problème de vétusté. Ces établissements construits depuis 2007, ça représente à peu près 40% oui, de l'ensemble des établissements. Donc on partait d'un niveau de nombre de places extrêmement faible, qui reste toujours faible à la moyenne régionale et encore plus faible par la moyenne nationale, mais on s'aperçoit que pas mal de ces établissements ne sont pas complètement occupés. Alors dans les proportions qui étaient soulignées par M. Évin tout à l'heure. Ce qui pose la question, évidemment, de pourquoi. Et la question du pourquoi, c'est le reste à charge.
C'est-à-dire que les familles préfèrent quand même aller plus loin en payant moins que d'aller en proximité en payant plus. Il y a une contrainte. Donc cette contrainte, on l'a, comment on y répond? Donc comment on soulage le reste à charge? C'est une des premières questions. Sur les structures d'aide à domicile, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a presque 50%, les 45% des structures qui sont issues des CCAS, qui sont supportées par les CCAS, et d'autres qui sont des structures privées, associatives, etc. Il n'y a que 2 grosses structures sur le département, une ou deux, qui font plus de 100 000 heures par an. Tout le reste, ce sont des petites structures. Donc il y a une question de fragilité économique, il y a des questions de formation, il y a des questions de qualité du service, etc., qui sont importantes. Je dis en passant, parce qu'on a été audité par une commission de l'Assemblée nationale, du Sénat, sur la réforme là, qui va venir sur le vieillissement, et on nous posait la question, comment faites-vous pour maîtriser l'implantation des structures? Je rappelle que l'autorisation des structures, elle ne dépend pas du Conseil général, elle dépend d'un service de l'État par rapport à l'emploi. Je ne dis pas que c'est une mauvaise entrée, mais quand on regarde l'implantation de ces structures sur le département, on voit qu'il y a des zones où c'est faible, d'autres c'est dense, et on n'y peut rien. Alors, ça pose une question. Je n'apporte pas une réponse toute faite, mais ça pose une question. C'est comme on nous a posé la question de la tarification. Nous, on contrôle quasiment rien sur la tarification. Que vont devenir, face aux préoccupations de ces établissements, l'aide accrue de l'APA? Point d'interrogation. Donc voilà, moi, 2 questions qui me paraissent aussi importantes à développer. Sur les personnes handicapées, là, on est sur un nombre de places insuffisant, et puis sur des établissements qui ont une histoire, qui sont des établissements petits, qui ont été créés par des élus, par des parents, par des personnalités locales qui ont créé un établissement qui s'est petit à petit développé. Alors je dis ça parce qu'il y a des questions de fragilité, mais quelle serait la taille critique de ces établissements? Comment peuvent-ils coopérer? Et je suis en ce moment sur un cas de difficulté où on voit qu'il serait nécessaire peut-être d'une reprise de l'établissement, mais ça pose énormément de problèmes, d'abord de craintes qui peuvent être justifiées du personnel, ça pose énormément de problèmes par rapport aux parents qui ont une histoire et une habitude sur cet établissement et qui sont inquiets de ce qui va se passer, comment leurs parents ou leurs enfants vont être suivis, par qui, comment, etc. Donc, ces crises-là, elles peuvent faire un rejet complet de la proposition de reprise. Donc, comment sont ces structures? Comment elles existent? Est-ce qu'elles ont besoin d'un seuil critique? Quels sont les moyens? Alors, je n'insiste pas, notamment quand il y a des ESAT, sur les difficultés dans le contexte économique à les faire vivre. Et comment peut-on peut-être plus coopérer que d'absorber forcément des structures, même si par moment ça peut être nécessaire. Voilà. Donc ça, c'est cette question qui me paraît aussi intéressante, il y en a d'autres. Sur la question que vous avez évoquée, et je terminerai là-dessus, du contact entre les tutelles, notamment la nôtre, et les établissements. J'ai vu que c'était souligné dans votre document, vous l'avez rappelé dans votre propos. La grande difficulté, c'est que, je parle pour le Conseil général, mais l'ARS, il y a quand même, me semble-t-il, des similitudes. On a beaucoup de difficultés à avoir des postes pour faire ce travail. C'est-à-dire que ces postes-là, petit à petit, ont disparu. Alors, évidemment, il va y avoir une tendance à avoir... Il y a un dialogue qui se fait, on reçoit les structures, etc. Mais il n'y a plus, effectivement, ce déplacement, ces visites, etc. Y compris quand il y a des difficultés, on a du mal à avoir une inspection, ou une inspection conjointe avec l'ARS, parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour le faire. Je le dis parce que, autrement, il ne faut pas se raconter d'histoire en disant on pourrait faire mieux alors qu'on n'a pas les moyens de le faire. D'ailleurs, il est prévu de supprimer les visites de conformité à l'occasion des renouvellements d'autorisation, ce qui est effectivement un peu dommage, parce que c'était un rendez-vous entre l'autorité et l'établissement. Merci. Donc, attendez, je n'ai pas tout à fait fini ce que je voulais dire, c'est que je rappelle les conditions des départements au niveau financier. On nous a transféré en 2004, personnes âgées, personnes handicapées, à financement constant.
en plus, on ne nous a pas complètement compensé. Donc ça représente toutes les dépenses sociales du département de Seine-Saint-Denis depuis 2004, ça nous a présenté un reste à charge de 2 milliards d'euros. Évidemment, on se retrouve, et je termine vraiment là-dessus, sur cette question du personnel, on se retrouve sur le financement d'associations, projets d'associations qu'on ne peut plus financer, avec des associations qui ont d'autres difficultés de financement par d'autres financeurs. Donc on a une plongée vers le bas. Et puis pour donner qu'un exemple, et le dernier, la décision a été prise à un moment par le Conseil général sur les établissements nouveaux. Au lieu de donner 50% lors de la décision et 50% à l'achèvement des travaux, on donne 10% par an sur 10 ans. Mais ça, alors si l'ARS donne plus de moyens au niveau de l'installation, de la création d'équipements, nous, on en donne autant, mais sur une durée qui pose des questions financières et d'emprunt pour les établissements. Voilà, je m'arrêterai là, parce qu'il faut bien comprendre le contexte, ce n'est pas une mauvaise volonté, c'est aussi des contraintes très très difficiles. Merci. Monsieur Fernandez, je crois que le Conseil général des Yvelines s'est déjà engagé dans une démarche de restructuration depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Juste pour compléter, effectivement, et pour donner une autre image, je découvre l'image du département du 93 qui n'est pas du tout celle du département des Yvelines, puisque nous, dès les années 80, si ce n'est que c'est sur la fin que je suis d'accord avec le vice-président donc chargé de l'autonomie au sein du 93, c'est qu'effectivement, il y a des transferts de charges qui se font, et tout un que chacun connaît, sans éventuellement les transferts financiers. Je passe là-dessus. Je passe également sur la DGF qui va passer, la dotation générale de fonctionnement attribuée aux Yvelines, qui doit passer de 140 millions d'euros donc en 2014 à 20 millions d'euros en 2017. Donc ne serait-ce que cet élément-là, et on en parlerait. Deuxième élément important, je pense, c'est qu'on a commencé, nous, notre structuration beaucoup plus tôt dans les années 90, ce qui explique peut-être la différence avec le département donc, voisin du 93. Dans ce cadre de figure, on est un département parmi les plus équipés sur structure en faveur des adultes handicapés, en faveur des personnes âgées, et également donc, en faveur aussi donc, de l'enfance, de la protection de l'enfance. Donc dans ce cadre-là, je crois que, deuxième caractéristique du département des Yvelines, on gère depuis tout le temps. Et pour nous, donc, les dépenses doivent égaler les recettes et il doit y avoir le moins d'emprunts possible. Voilà le cadre. Deuxième point important par rapport à la thématique d'aujourd'hui, c'est vrai que quand ce qu'a exposé M. Evin tout à l'heure, le sujet qui est le nôtre, on le traite, me semble-t-il, depuis 1990 dans le département des Yvelines, et on a effectivement cette dynamique de restructuration, cette dynamique d'économie d'échelle entre une petite association, voire une autre association, voire des fusions, voire des coopérations d'associations qui se sont légitimement engagées. Et cela s'est fait de façon progressive par un élément important qui est le dialogue. Il ne peut pas y avoir de partenariat s'il n'y a pas d'écoute réciproque entre vous et nous. Et il ne peut pas y avoir également de partenariat s'il n'y a pas de respect sur un certain nombre d'orientations. Donc l'estimation des besoins, à la base, elle a été posée. Notre autre caractéristique, c'est qu'on dit les choses, même quand ça fâche, et les interlocuteurs qui sont dans la salle et qui nous connaissent savent qu'on le fait exactement, on dit les choses. Autre élément pour réagir par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, nous, nos équipes de tarification, mes équipes de tarification, entament toujours annuellement donc, des dialogues avec l'ensemble des établissements et de la gestion. De la même manière que je dirais, j'aurais pu me passer de ma venue ce matin à 9h30, puisque je savais pertinemment ce qu'allait dire M. Evin, parce que donc, on est en perpétuel débat, contact avec l'ARS. Hein. Ça se fait à trois. Et si je caractérise ce qui se passe dans les Yvelines, quand on a un problème à un temps donné, que ce soit une plainte, un fonctionnement, une optimisation de structure, on le fait avec le ou les gestionnaires et on le fait de concert avec nos partenaires légitimes que sont effectivement l'ARS dans ce cadre-là. Donc je crois que l'élément déterminant, c'est le dialogue. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus contraint, même pour nous, département des Yvelines, ça devient de plus en plus contraint au niveau budgétaire. Et je dirais que la démarche qui est exposée aujourd'hui, c'est celle qu'on initie depuis une trentaine d'années et qu'on va continuer. Mais la clé, c'est de le faire ensemble. C'est pas de décréter à un moment donné, voilà l'organisation, voilà les seuils, voilà les normes, et puis on applique. Ça ne marche pas. Hein. C'est ce qu'avait fait le législateur dans les années 80, et je terminerai en créant les coordinations gérontologiques. Vous savez ce qu'il en a été, elles ont tous disparu, et quand on a repris dans le département des Yvelines cette porte d'entrée, en créant des structures avec la volonté des acteurs de terrain de les constituer, et non pas en imposant un découpage géographique, eh bien on est arrivé effectivement à cette démarche. Donc je crois qu'on a un élément important,
En lisant tous les commentaires et les thématiques et les problématiques que vous exposez aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est contraint, mais ce n'est pas parce qu'il est contraint qu'il n'y a pas de solution. Et à charge pour nous, et le deuxième élément, ce n'est pas parce qu'il est contraint que vous et nous ne puissions pas être acteurs. J'ai récupéré depuis quelque temps non seulement la direction de l'autonomie, mais je coordonne l'ensemble de l'action sociale au sein du Conseil général, et notamment au niveau de la protection de l'enfance. Et on a initié donc, il y a quelques semaines, effectivement une réflexion avec tout le secteur de la protection de l'enfance pour dire que oui, le président du Conseil général est responsable juridiquement de la protection de l'enfance. Mais non, ce n'est pas le seul acteur à mener la politique en faveur de l'enfance. On est, vous et nous, ensemble, dans ce bateau, et on est contraint effectivement d'avancer de façon correspondante. Voilà. Merci. Monsieur Bourquin, peut-être est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu d'éléments de précision sur la démarche en cours à l'ARS, les finalités de la démarche de restructuration, ses modalités pratiques envisagées? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous d'abord. Alors, peut-être un petit mot avant de répondre à votre question sur cette interpellation que je sens forte sur notre capacité à maintenir un contact et un dialogue régulier avec les établissements. Nous avons conscience des limites ou des difficultés à mener cette démarche. Juste quelques éléments de contexte tout à fait factuels. Les effectifs des agences se sont réduits, comme d'ailleurs ceux des autres agences de l'État. Sur le médico-social, on a à peu près 10% d'effectifs en moins, mais ce n'est pas le médico-social qui est particulièrement impacté. C'est une évolution globale liée aux ressources en personnel des agences, et en même temps, et Claude Hémin l'a évoqué, 7% d'établissements en plus depuis la création de l'agence. Donc moins 10 plus 7, vous avez déjà un élément d'explication. Il y a de plus en plus d'établissements et les effectifs se sont légèrement réduits. En même temps, ce que nous pensons, et ça va me permettre d'avancer vers la réponse à votre question, c'est que ce dialogue, il faut le rendre plus prospectif et pluriannuel. Je m'explique. Nous pensons que l'abord par la tarification annuelle de ce dialogue n'est pas la plus pertinente. C'est-à-dire que nous souhaitons simplifier les dispositifs de tarification, leur donner une dimension plus lisible à long terme, et Claude Hémin l'a évoqué, et concentrer notre dialogue avec les opérateurs sur les évolutions, les réorganisations. Le terme de restructuration est réducteur. Vous avez parlé, Maryse Lépée, de refondation. C'est un terme qui trace l'ambition commune, je dirais, et c'est bien dans cette démarche-là que nous voulons nous inscrire. Alors, très concrètement, nous avons commencé avec, d'ailleurs, les fédérations du secteur médico-social et sanitaire, nous avons commencé à faire un travail pour identifier les opérateurs qui présentent une fragilité. Claude Hémin l'a expliqué, l'a évoqué dans son propos, soit parce qu'ils sont isolés, soit parce qu'ils présentent des déficits, soit parce que leur activité est pas à 100%, enfin quand je dis pas à 100%, c'est pas 100%, c'est pas un chiffre qui peut être atteint par par tous les opérateurs. En revanche, quand on a des situations de sous-activité chronique, et il faut le dire, ça existe, eh bien, il faut bien se poser la question de la réorientation de cette offre. Ce travail, il a été mené de manière très globale au niveau régional. Il va maintenant s'incarner au niveau de chaque territoire, chaque département. Il sera mené par les délégations territoriales avec l'appui du siège de l'ARS pour rencontrer les acteurs, d'abord tous les acteurs, pour réexpliquer la démarche, la caractériser sur un territoire, montrer les forces et les faiblesses de ce territoire, avoir au fond un diagnostic partagé de l'évolution souhaitable de l'offre sur un territoire, et puis de cela, on déduira des actions concrètes vis-à-vis des opérateurs qui s'inscriront dans cette démarche. Autant dire que cette identification
des structures que nous souhaitons voir se réorganiser, réorienter leur action, ne doit pas être vue, je voudrais vraiment insister là-dessus, ne doit pas être vue comme une démarche négative. Au contraire, c'est une démarche positive qui vise à dire, à partir du moment où on s'est mis d'accord entre les financeurs donc, et les autorités de tarification et d'autorisation, à savoir le Conseil général et l'ARS, quand on s'est mis d'accord sur une stratégie de transformation, eh bien, nous entendons l'accompagner. C'est pour cela, Claude Évin l'a évoqué dans son discours, vous voyez, il y a une cohérence dans l'action de l'agence, que nous avons créé des marges de manœuvre dans l'enveloppe, même si on entend bien que, comme nous n'avons pas de baguette magique, évidemment, cette marge de manœuvre, on l'a dégagée en attribuant un taux de reconduction aux opérateurs qui est légèrement inférieur au taux national, c'est-à-dire en clair 0,7% en 2014 au lieu de 1%. Sauf que cette marge, et cette politique nous la pratiquons depuis 2 ans, elle nous permet aujourd'hui de disposer d'à peu près 10 millions d'euros de manière récurrente pour accompagner des opérations d'aide à l'investissement, d'accompagnement d'opérations de fusion, de rapprochement interassociatif et, le cas échéant, de réajustement lorsque les budgets des établissements sont trop réduits, sont trop loin des standards qu'on peut identifier. Donc voilà, la démarche engagée n'est pas une politique visant à dire du haut de l'agence, voilà une liste, et puis tout le monde doit s'engager sans discussion dans ce dispositif. Ce n'est pas du tout la démarche que nous avons. En revanche, nous pensons très clairement, je finirai là-dessus, que dans une région où il y a 2200 établissements et où plus de 500 associations ne gèrent qu'un seul établissement, je veux le dire clairement, je parle uniquement du champ du handicap, parce que sur les personnes âgées, on a également 150 établissements autonomes qui sont là aussi trop isolés. Clairement, il faut qu'une démarche, il faut accélérer, parce qu'elle a lieu déjà cette démarche, il faut accélérer cette démarche de regroupement interassociatif, de rapprochement entre les structures, tout simplement pour s'assurer d'une taille critique suffisante. Il n'y a pas de norme absolue, mais il y a effectivement des cas où le rapprochement est indispensable. Merci. On va développer ces questions de taille critique, mais juste une question complémentaire, M. Bourquin. Vous parlez de dialogue plus prospectif et pluriannuel. Ça veut dire revenir vers des CEPOM? Alors, je ne l'ai pas dit sous cette forme-là. Effectivement, le CEPOM est une modalité qui nous paraît très intéressante pour travailler sur ces démarches de réorganisation, restructuration. Cela dit, l'agence n'a pas et n'aura pas une politique de réalisation de CEPOM systématique parce que dans certains cas, ça n'est pas le seul outil ou l'outil prioritaire pour travailler. Je sais que certaines agences se sont engagées dans une démarche de généralisation complète des CEPOM. Bon, nous ne sommes pas pour le systématisme. Dans certaines situations, oui, le CEPOM sera la bonne voie de passage, mais on peut citer le groupement de coopération médico-sociale, on peut citer la fusion interassociative, on peut citer dans certains cas simplement des conventions dès lors qu'elles sont assorties de dispositifs concrets qui peuvent tout à fait permettre d'avancer dans la démarche. Merci. Donc vous le disiez effectivement, et le constat n'est pas nouveau, le secteur médico-social est très dispersé, certains établissements isolés se trouvent effectivement en difficulté, hein, c'est indéniable. Mais pour autant, est-ce qu'on peut vraiment parler de taille critique pour les associations d'une part et pour les établissements d'autre part? Et sur ce sujet, j'ai envie de citer, même si on se situe sur des échelles différentes, le récent rapport de l'IGAS sur les fusions des hôpitaux menées depuis 1995, et qui indique que sur le plan financier, la fusion n'est pas l'outil le plus pertinent pour réduire les déficits et préconise plutôt des réorganisations internes pour réduire les dépenses. Et précise aussi que le lien entre la taille de l'hôpital et la qualité des soins n'est pas automatique. Donc il faut peut-être avoir ces éléments-là en éclairage. Donc est-ce qu'on peut raisonner de manière standardisée sur la taille des structures? Comment préserver une approche au cas par cas, plutôt des structures en difficulté?
Comment les identifier, selon quels critères? Est-ce que c'est financier, bien sûr, mais aussi qualitatif par rapport à l'évaluation externe? Ça peut être aussi des éléments plus politiques en matière de difficultés de gouvernance des associations. Et puis, question subsidiaire qui s'adresse surtout à nos adhérents ici présents à la table ronde. Est-ce que le mouvement de concentration des acteurs est compatible avec le maintien d'une certaine capacité d'initiative, de réactivité et d'innovation des associations, sachant que cette capacité d'initiative a un peu été mise à mal par la procédure d'appel à projet qui place les associations en position d'attendre que les autorités passent commande, entre guillemets. Donc, je laisse la parole peut-être à Madame Donnelly sur ces questions de taille critique et de concentration du secteur. Oui, bonjour. Moi, je vais faire part de la riche expérience de l'association du Moulin-Vert qui, en fait, donc, accueille 2500 personnes avec 980 salariés, 80% en Ile-de-France. Et effectivement, en transversalité, puisque son histoire, après l'historique de l'action chrétienne et bénévole d'avant la Deuxième Guerre mondiale, après, elle ne s'est construite que par demande d'associations de reprises. Mais à l'époque, des reprises souhaitées, jamais par rapport à des difficultés financières, soit des conseils d'administration, des personnes qui n'arrivaient pas à trouver de remplaçants, soit la nécessité pour un CMPP de se mettre dans une association importante, pour une crèche, etc. Donc à chaque fois, c'est pour ça que je dis, pour moi, ça, et je pense qu'ils peuvent en témoigner pour certains, ça a toujours réussi parce que ça a été effectivement préparé, parce que les personnels finalement y ont trouvé leur compte. Pour les personnes accueillies, c'est un petit peu différent, parce que j'ai fait un sondage parmi les personnes qu'on accueille, notamment dans les EHPAD ou autres. Elles n'ont pas toujours une conscience précise de nos différences, elles n'ont pas toujours le choix de l'établissement, et elles voient surtout les personnes qui sont en face dans leur quotidien, et non pas l'association forcément gestionnaire. C'est pour ça que pour moi, j'ai en plus travaillé 10 ans dans une très très grosse association qui est l'association des paralysés de France. Je ne crois pas qu'il y ait, ce soit ni dans la taille, ni dans... Ça va être dans les façons de faire des personnes qui au quotidien sont le directeur d'établissement et les personnes qui les accompagnent. Et que j'ai vu dans des associations de tailles différentes, les choses changer justement quand à la tête, ça va être la façon de manager et l'empathie avec les personnes qui va faire la différence à mon avis. Après des questions de moyens, parce que suivant que vous accueillez des personnes plus ou moins en difficulté, effectivement l'accompagnement n'est pas la même. Mais c'est pour ça que le rêve de l'association du Moulin-Vert, et ce qu'elle a commencé à faire en interne, c'est de créer des ponts, des passerelles, de décloisonner, voire de démurer. C'est pour ça que moi j'ai pas trop, même si ce ne sont pas nos organismes de tutelle, mais nos autorités de tarification et de contrôle, j'ai pas trop d'attentes, on sait que les moyens diminuent, qu'il va y avoir des choses. C'est pour ça que je dis, nous, c'est entre nous et même à l'intérieur de l'association qu'il faut décloisonner. Il y a des murs entre les secteurs, murs entre le secteur de la protection de l'enfance qui va accueillir des mêmes enfants que dans le secteur du handicap, murs entre le secteur des personnes âgées et les personnes handicapées. Quand j'entendais parler des SPASAD, les ESVAD existent dans le secteur du handicap depuis des années. C'est-à-dire il y a une difficulté majeure en Ile-de-France à pouvoir justement coopérer, mettre les choses sur la table. Je vois, il y a un département qui n'est pas francilien, mais nous, on a un établissement de post-cure psychiatrique qui accueille 25 personnes et qui va continuer de fonctionner dans des locaux neufs parce qu'il fonctionne avec l'hôpital psychiatrique du coin, qui reconnaît son utilité, sa spécificité, sa dentelle, ce que lui ne peut pas faire. Et c'est vrai que je trouve particulièrement difficile de pouvoir réaliser ça avec les autres partenaires. En interne, on commence à y arriver, même si au niveau des financeurs c'est difficile, parce que quand vous proposez fusion d'établissements, mutualisation des postes de direction ou autre, on n'est pas toujours forcément suivi, mais je pense que même dans le contexte restreint, etc., il y a énormément de possibilités. Créer des ponts avec le milieu ordinaire. Combien de fois on a repris une crèche, par exemple, qui était à côté d'un CAMS, le CAMS qui a des moyens assez importants, la crèche qui accueille ces mêmes enfants lourdement handicapés, parce qu'il y a beaucoup à faire là aussi pour créer des jardins d'enfants spécialisés, faire de la prévention pour accueillir les enfants. Dès qu'ils sont tout petits, on a découvert à propos de cette reprise que justement la problématique des enfants de 0 à 3 ans lourdement handicapés, elle n'est pas vraiment traitée. Donc que le CAMS, avec ses super professionnels, aide par ses compétences le personnel de la crèche à mieux faire, mieux prendre en charge. Mais même ça,
c'est un combat permanent, difficile. C'est-à-dire que la psychiatrie aussi permette à des EME, des IME ou autres d'accueillir des enfants de plus en plus en difficulté, mais en acceptant des passerelles. C'est-à-dire que là, c'est bon, allez, tu vas là. C'est pour ça qu'on est tout à fait favorable à la notion de parcours, au décloisonnement, et qu'on demande au contraire les moyens de pouvoir faire ça. Merci. Monsieur Pierre, en tant que trésorier d'une association de taille plus modeste, gérant 4 établissements, quel est votre point de vue sur ces questions? On se pose Enfin, moi je suis donc dans 2 associations. L'association Monsieur Vincent, qui est une association qui, en matière d'EHPAD, apporte des solutions assez nouvelles et intéressantes à beaucoup d'associations. Donc il y a une demande très forte d'associations et d'établissements de rejoindre cette association. Et là, il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place. Et je suis trésorier également, mais il y a 22 établissements à peu près. Et je suis trésorier de l'association Notre-Dame. On a 3 établissements, une masse, un IEM et un service de soins à domicile pour les jeunes. Et en fait, on se pose la question, effectivement, faut-il augmenter notre taille ou pas? Et on nous répond, oui, il faut que vous fassiez parce que les fonctions support sont à développer, la qualité, etc. Et donc, par conséquent, l'un des moyens de développer les fonctions support, c'est éventuellement de croître. Mais on a d'autres solutions qui sont des partenariats et des postes en commun avec d'autres associations. Donc là, il y a un premier choix qui est à faire. Et de toute façon, ça sera constant, on le sait bien. Et puis, le deuxième élément de réflexion, c'est celui du plateau technique. Nous avons un plateau technique pour le centre pour enfants qui est assez puissant du point de vue à tous égards. Et donc là, on a peut-être la possibilité de le mettre à disposition d'autres établissements. Et là, on n'est pas forcément dans une logique de croissance, on peut être dans une logique de partenariat, et ce sont des choses que l'on doit découvrir. Simplement, et je rejoins un peu le propos de M. Bourquin tout à l'heure, la vraie difficulté, c'est que, rien qu'entre les 3 petits établissements, je reprends l'idée de décloisonnement, pour essayer de décloisonner entre les 3 établissements, à la fois la vision des personnes qui nous contrôlent à l'ARS et en même temps la logique administrative, nous font des blocages qui sont tout à fait considérables. Et le fait que sur un centre de financement, on n'ait pas de bonne coordination entre la Caisse primaire d'assurance maladie et l'ARS nous pose également beaucoup de difficultés. Ce qui fait que nous voudrions avancer dans la mutualisation entre les 3 établissements. Nous voudrions par exemple faire en sorte que les kinés du centre pour enfants puissent aller à la maison pour adultes. Donc ça veut dire qu'on a une équipe, et une équipe qui se met à la fois à disposition des jeunes et des adultes. On bute sur de vraies difficultés pour avancer. Donc voilà. Donc je crois que si on doit aller vers soit des partenariats, soit vers des croissances d'établissements, il faut absolument que derrière on ait une vraie réactivité au niveau des tutelles. Donc moi nous avons à Notre-Dame une seule tutelle qui est l'ARS. Donc cette activité, ça veut dire un vrai dialogue stratégique, et ça c'est une vraie difficulté pour avoir un vrai dialogue. Le CEPOM était pour nous peut-être un moyen d'y parvenir, et ensuite une vraie réactivité pour que quand on pose un problème qui est par exemple l'harmonisation entre le financement ARS et le financement CPAM, on puisse avoir à l'initiative de l'ARS des réunions très rapides pour essayer de trancher ces questions, les mettre sur la table et trancher positivement ou négativement, mais qu'on avance. Besoin d'un vrai dialogue donc, et réactif. Et sur ces questions de taille, Madame Kayabé, vous qui êtes à la tête d'un GCSMS récemment créé, quel est votre point de vue avant de nous raconter un peu la genèse de ce groupement? Je pense qu'il n'y a pas de taille idéale. Moi, je vous rejoins sur la question quand même des fonctions support, parce qu'aujourd'hui, la fonction gestionnaire, elle est de plus en plus exigeante. On a eu une inflation des normes, il y a quand même des choses qui pèsent en termes de risque, notamment de la fonction employeur. Et donc là, il nous faut des ressources transverses qu'on ne peut pas développer quand on a deux établissements. Et le directeur, il ne peut pas être à la fois auprès de ses équipes et à la fois à courir, à faire la veille réglementaire. Enfin, c'est pas possible. Nous, on est parti d'un double constat, en fait. Bon, il y a la question aussi du vieillissement des conseils d'administration. Ça, je crois qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui vont se reconnaître là-dedans. Voilà, donc ça pose une question de la pérennité des associations. Et puis aussi une plainte, je dirais une plainte des personnels sur on n'a plus de soutien social, les directeurs ils sont plus avec nous, ils courent partout. Voilà, ça, nous on a un peu travaillé là-dessus. On s'est dit, finalement, parce que l'association
qui a été un peu à l'initiative. Elle avait 8 établissements, plutôt des établissements de taille assez importante, donc ce n'était pas des tout petits établissements. Mais on s'est posé la question en fait du parcours ressources humaines. On s'est dit, mais finalement, chacun le fait avec les moyens qu'il a, mais au final, il n'y a pas de parcours RH. Et on retrouvait cette plainte un peu lancinante dans tous les établissements. Donc on a eu une réflexion, on s'est dit, à un moment donné, si on veut pouvoir aider nos directions, l'enveloppe direction, chef de service, parce que comme ils sont les chefs de service, ils font un énorme travail aussi dans les établissements, on s'est dit, il va falloir qu'on les aide, et effectivement, pour ça, il faut développer nos moyens de siège, clairement. Ça a été un petit peu l'idée qu'on a développée. Voilà. Alors après, les moyens d'y parvenir, il y en a plein. Nous, on a choisi le GCSMS parce que ça nous a semblé une période un peu de fiançailles, voilà, de façon à ne pas être dans quelque chose d'irrémédiable tout de suite. Et on ne le regrette pas, même si c'est très complexe, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a 3 associations, le GCSMS, donc pour moi, ça implique 3 bureaux, 3 conseils d'administration, 3 comités d'entreprise, 3 CHSCT, voilà. Bon, alors, je pense que sur le long terme, c'est un petit peu compliqué, mais ça nous a vraiment permis, parce que ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille ensemble, donc au départ sur une convention de partenariat, on a commencé par une convention de partenariat, et réunir les bureaux, et puis ensuite on a étudié un petit peu quelles solutions on pourrait faire, un GCSMS qui donc supporte le siège interassociatif, et puis qui avait comme objectif quand même la fusion, et je peux dire aujourd'hui, puisque la dernière assemblée générale a eu lieu hier soir, que la fusion est effective au 1er janvier 2015. Je pense que ce qui a été aussi un facteur peut-être de réussite, c'est le fait de bien séparer ce qui relevait du politique de ce qui relevait du technique. Parce qu'en fait, il y a énormément d'affectifs dans les questions de fusion. Et c'est le plus compliqué à délimiter, si je veux dire. Alors, moi, j'étais chargée de travailler avec les équipes, donc j'avais une délégation, je pouvais intervenir sur l'ensemble des établissements du périmètre, j'ai travaillé vraiment en pédagogie avec l'ensemble des équipes. Il y avait notamment les équipes de l'association Sésame Autisme qui sortaient d'une histoire un petit peu douloureuse, d'une fusion qui avait avorté avec une grosse association du secteur. Donc ils étaient plutôt contre, mais finalement, avec de la pédagogie et du temps, au jour d'aujourd'hui, ils ont voté à l'unanimité cette fusion. Après, de l'autre côté, c'était de mettre au travail les administrateurs des 3 associations dans un espace qui leur soit propre, sans que nous, on intervienne. Parce que quand on est là, ils n'osent pas se dire les choses, quand on n'est pas là, ils se les disent un peu plus. Et puis on reprenait derrière avec eux. Et je pense qu'il fallait vraiment qu'ils soient dans une volonté très active, que ça réussisse. Et ce double mouvement, en fait, a fait que nous, au niveau des professionnels, on est avancé assez vite et ça les a aussi contraints à avancer. Parce qu'à un moment donné, quand on a senti qu'il y avait parfois des moments de tension, moi, je pouvais leur dire, moi, j'emmène pas 500 personnes dans un mur. Si vous me dites demain que c'est pas possible, on arrête tout de suite. Parce que moi, j'engage ma parole d'un côté, il faut que vous engagez la vôtre de l'autre côté. Voilà, je pense que c'est ça aussi qui a fait les conditions de la réussite. Je rejoins ce que vous disiez sur le fait que cette fusion a été possible parce que les acteurs étaient quand même proactifs dès le départ. C'était pas quelque chose qui était subi. Moi, j'ai, dans une vie antérieure, fait une reprise comme ça sur une association très importante. On avait été sollicité par l'ARS du département pour reprendre une structure. Ça a été beaucoup plus douloureux parce que c'était complètement subi. Voilà. Donc le GCSMS, oui, moi je pense que c'est un bon moyen d'avancer, mais il faut quand même avoir dans l'objectif quand même à un moment donné une simplification parce qu'on n'est pas là pour gérer de la complexité non plus. Donc la fusion, finalement, elle vient comme l'étape ultime, mais les gens ne se posent même plus la question. Voilà, ça y est, on fusionne, on est content. Maintenant, il reste quand même un long chemin encore, puisqu'il va falloir recréer une culture un petit peu commune. Voilà. Mais là, ça fait 3-4 ans, les gens se connaissent bien, il y a de la bonne volonté partout, donc je pense qu'on va y arriver. Et est-ce que vous avez bénéficié d'un soutien technique et financier? Oui, alors on a financier, alors indirectement en fait. Donc en fait, on a présenté très rapidement le projet à nos autorités de contrôle. C'est vrai que sur le GCSMS, les services du Conseil général étaient un petit peu frileux en disant ça va être compliqué. Bon, nous on y tenait, donc, mais ils nous ont pas dit non. Donc voilà, on a été dans un partage de points de vue. Ils nous ont aidés bien sûr puisque le siège interassociatif a été financé, mais nous l'avons fait à moyens constants. C'est-à-dire que nous n'avons pas demandé de ressources supplémentaires, on a fait des redéploiements, on s'est débrouillé. On avait déjà un siège d'un côté, un petit siège de l'autre, et l'autre n'avait rien. Mais enfin, on s'est dépatouillé, on a réussi à faire quelque chose.
Et puis, on a par contre été aidé sur ces amautismes, et là, voilà, parce qu'on a fait un diagnostic sur cette association qui a 2 foyers d'accueil médicalisés, qui étaient vraiment en difficulté de fonctionnement, avec des moyens qui étaient quand même très courts. Et là, on a été entendu et par l'Agence régionale de santé et par le Conseil général, et donc on a été refinancé en fonds pérennes à hauteur pour les deux de 360 000 €, ce qui, dans le contexte actuel, représente quand même un effort considérable. Donc nous, on tient à remercier bien sûr nos financeurs de soutien, ça nous a beaucoup aidé. Et donc c'est évident que les rapprochements ne peuvent se faire que sur l'initiative, en particulier des administrateurs des associations. C'est vraiment là que la volonté est indispensable pour ça. Je pense que c'est fondamental parce qu'il y a énormément d'affectifs des administrateurs qui, en plus, ceux qui tiennent les associations, ils sont très peu nombreux finalement par rapport au nombre d'adhérents, ils surinvestissent, c'est logique, hein, voilà. Donc si on veut que ça fonctionne, il faut qu'ils soient d'accord. D'ailleurs, nous, on a le président d'une des associations qui a quitté le bateau au milieu parce qu'il s'est senti un moment complètement dépassé. Il y a des questions d'ego. Voilà, à un moment donné, vous faites le GCSMS, vous avez des administrateurs. Alors nous, je tiens à dire que le GCSMS, uniquement des administrateurs des associations dedans, hein, pas de salariés, puisqu'il y a une possibilité qui est ouverte par la réglementation. Et là, il y a quand même un administrateur, donc il faut déjà se mettre d'accord qui va être administrateur. Et voilà, on voit qu'il y a des questions effectivement d'ego. Je pense que ça peut se faire aussi parce qu'on a soigneusement étudié le contexte. Hein. Moi, je donne, voilà, c'est notre aventure, mais dans un contexte particulier. C'est pas forcément duplicable partout. Hein. Voilà. Et vous disiez aussi que quand on a préparé cette table ronde, que ça permettait d'attirer plus facilement du personnel, notamment médical. Oui, parce que nous, on a une des associations qui est à Mantes. Alors Mantes, c'est un endroit un peu atypique parce que c'est un peu le fond de l'Île-de-France et le début de la province. Donc on concentre la question des quartiers, la question du territoire rural et la question finalement, on va dire, du vide de province, voilà, pour faire court. Donc on avait un petit peu de mal à attirer quand même du personnel, notamment personnel médical, paramédical. Très récurrente dans les propos de nos politiques, puisque toutes les politiques publiques convergent vraiment vers cette nécessaire coordination des parcours des personnes, en instaurant des dispositifs qui peuvent parfois se superposer de manière pas toujours très visible, hein, Maya, PAERPA, certains se demandent encore quelle est vraiment la différence entre les deux. Bientôt le service territorial de santé au public prévu par le projet de loi de santé. Donc en matière de rapprochement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'encourager prioritairement ceux d'acteurs divers qui permettraient la combinaison de réponses complémentaires aux besoins non couverts? Donc par exemple, prendre en charge les personnes aux âges charnières de la vie, accompagner en particulier les travailleurs des AT vieillissants. Que se passe-t-il après les AT, justement? Ça c'est une vraie question. Et là-dessus, on peut citer le rapport Pichetot qui a été publié au mois de juin et qui préconise de ne plus financer seulement des places, mais des réponses territoriales de qualité, donc avec une offre modulaire articulant plusieurs interventions professionnelles, etc. Donc là-dessus, quelle est votre approche et quelle serait l'échelle territoriale, entre guillemets, idéale pour les coopérations? Là, dans le projet de loi de santé, on parle de conférences territoriales de santé qui remplaceront les conférences de territoire actuelles et qui auront un périmètre infradépartemental. C'est pas plutôt à ce niveau-là qu'il faut travailler en concertation avec les acteurs, bien sûr, et pourquoi pas dans le cadre de ces nouveaux conseils territoriaux. Monsieur Bourquin. Oui, alors, vous me permettez, je vais essayer d'aller vite parce qu'il faut vraiment que vous puissiez vous exprimer. Personnellement, j'aurais une contrainte, je devrais partir à 12h25. Je suis désolé, 12h30, dernier délai, puisque mon directeur, que vous avez vu, nous a donné une réunion à 13h30. Alors, juste un mot, parce que moi j'ai bien aimé votre distinction entre fiançailles et mariage, finalement. Alors, vous dites finalement les fiançailles finissent par un mariage, c'est souvent ce qui se passe, mais je trouve que cette démarche graduelle est intéressante. En tout cas, je redis que l'ARS, et c'est ça qui fera la différence, je pense, entre ce que vous évoquiez sur les fusions entre établissements de santé qui ont été des fusions quand même très souvent imposées. Nous ne serons pas dans l'imposition, mais dans l'incitation. Très clairement, les ressources qu'a évoqué Claude Evin, que j'ai évoquées également devant vous, qui ont été dégagées, iront
vers les opérations et les opérateurs qui s'engagent dans ces démarches. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura 12 cases. Voilà. Par contre, il y aura une incitation, étant entendu que si les ressources jusqu'à présent n'ont pas baissé, il faut le redire quand même, parce qu'on dit souvent qu'il y a des ressources de plus en plus limitées. Non, les ressources n'ont pas baissé. L'ONDAM continue à progresser de plus en plus lentement. Pour le moment, elles n'ont pas baissé. 2% de croissance de l'ONDAM, je vous rappelle qu'en Espagne, en 3 ans, ils ont fait moins 7. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas ça qui nous attend, mais voilà, clairement, il faut qu'on utilise le peu de marge de manœuvre qu'on a encore. Alors, ce n'est pas pour ne pas répondre à votre question sur les parcours. Bon, la démarche de l'agence, c'est effectivement, et vous avez raison, d'aller vers une coordination infradépartementale, c'est-à-dire que les territoires à identifier doivent être effectivement dans le bassin de vie des personnes. Le territoire sur le champ des personnes âgées qui semble, dans la plupart des cas, le plus pertinent, devrait s'articuler autour de la Maya. Me semble-t-il, alors on peut en discuter, on a 32 mayas, Claude Évin l'a dit, tout le territoire francilien est maillé, sans jeu de mots. Voilà, il y a des mayas qui ont complètement pris leur envol, d'autres qui sont très très récentes, qui ont été autorisées il y a quelques semaines, voire dans les derniers jours, d'autres qui ont plusieurs années. C'est sûrement pas l'alpha et l'oméga, mais il est certain que c'est la bonne démarche, la démarche d'intégration, de dialogue entre les acteurs, avec cette logique de table stratégique sur un territoire départemental et puis de table tactique entre les acteurs pour définir à la fois des procédures de travail en commun, des outils communs d'information et d'action, et puis la démarche des gestionnaires de cas pour les cas les plus critiques. Évidemment, il y a là quelque chose qui doit nous permettre de lever un certain nombre de freins. Et là aussi, Claude Évin l'a évoqué dans son discours, nous pensons qu'il y a une démarche comparable à entreprendre sur le champ du handicap. Je ne veux pas être trop long, prendre un exemple précis des démarches que nous avons engagées et en même temps des limites que nous rencontrons avec les dispositifs actuels. Cette fameuse expérimentation sur les infirmières de nuit. Mais je pourrais aussi parler, par exemple, de la télémédecine dans les établissements médico-sociaux. Clairement, on a des éléments concordants qui montrent qu'on améliore la qualité de service. Je ne redis pas ce que Claude Évin évoquait. Il faut que vous sachiez que ces démarches, nous les menons avec des moyens non pérennes, avec ce qu'on appelle de la trésorerie d'enveloppe, techniquement. Dans 3 ans, je pense qu'on aura démontré dans ces 20 établissements, ces 21 établissements, qu'on accompagne jusqu'à la fin de vie beaucoup plus et beaucoup mieux les usagers, que les échanges d'expérience et la réassurance des personnels non infirmiers dans les structures s'est amélioré, que le nombre de passages aux urgences a été réduit. Tous les indicateurs vont dans ce sens-là dans les 21 établissements. Sauf qu'aujourd'hui, je n'ai pas du tout la garantie qu'à un moment donné, on va pouvoir dire les 25 à 30 millions d'euros qu'il faut en Île-de-France pour généraliser cette démarche vont être intégrés dans l'enveloppe francilienne et qu'on pourra généraliser. Au contraire, on risque d'être amené à dire, comme on n'a plus ces crédits non reconductibles, on a fait une démonstration et maintenant, eh bien, on est obligé d'arrêter. Vous voyez, l'enjeu, je vous le donne volontairement, parce qu'il y a là quelque chose qui, de toute évidence, va dans le bon sens. Mais si on n'arrive pas à fluidifier les financements en faisant circuler la ressource autour de l'usager, parce qu'il faut, concrètement, ça veut dire ça. Si on dit parcours, ça veut dire que la ressource suit l'usager, et non pas que l'usager doit adapter son parcours aux méandres des financements. Mais pour ça, il faut que nous ayons demain une ressource fongible entre les différents champs de l'assurance maladie pour qu'on puisse très concrètement, en 2017 ou peut-être en 2020, si on est un peu moins optimiste, dire dans les structures médico-sociales, à commencer par les EHPAD, mais aussi dans les structures pour handicapés, il y a une présence infirmière pour assurer la continuité du soin et éviter des hospitalisations inutiles. Donc, voilà, je voulais vous donner cet exemple très, très concret. On est un peu au milieu du gué, les acteurs sont engagés, ça fonctionne,
maintenant, reste à ce qu'on puisse avoir le feu vert pour redéployer la ressource dans de meilleures conditions. Sur cette question du découpage territorial, M. Laporte, je crois que vous avez découpé la Seine-Saint-Denis en bassin gérontologique. Est-ce que ça correspond au territoire des Mayas? D'abord, des Mayas, il n'y en avait qu'une. Alors, ça ne pouvait pas correspondre au territoire des Mayas. Maintenant, on en a 3. C'est une très bonne chose. Mais l'idée, enfin, la recherche qu'on a faite, pas tout seul d'ailleurs, avec les partenaires associatifs et l'ARS et tout, c'était une réflexion sur des territoires qui correspondent au territoire, à peu près au territoire gériatrique des hôpitaux généraux. Alors pourquoi, je vais vous dire un mot là-dessus, et sur lesquels on greffe, nous, un territoire sur la gérontologie et l'animation des acteurs de ce territoire. Donc c'est des rencontres, des ateliers avec les acteurs du territoire dans le domaine des personnes âgées, qui sont réguliers, qui donnent de l'information, qui écoutent, qui essayent de monter des projets ensemble. Donc ça, c'est ce domaine-là. Alors pourquoi on a pris les hôpitaux généraux? Parce qu'il y a besoin du relais avec l'hôpital, et puis on sait très bien que le passage de l'hôpital vers le retour chez soi ou dans un établissement ou inverse, c'est quand même un problème crucial. Et puis on est aussi un département qui a la particularité d'avoir, hélas, une très faible densité médicale, avec des trous dans certaines villes qui sont très importants, médicales et médico-sociales, je le dis bien. Donc l'hôpital, un peu comme pilote sur ce domaine, est aussi acteur avec les médecins de ville. C'est quelque chose qui nous paraissait essentiel. C'est quelque chose pour le moment sur lequel on a pas mal avancé, qu'un des hôpitaux, celui du Raincy-Montfermeil. Donc c'est ainsi qu'on fonctionne, et c'est un fonctionnement satisfaisant qui nous apporte beaucoup de choses, qui leur apporte des choses, mais c'est un fonctionnement qui montre aussi des limites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyens d'animation. Alors ça m'amène à une question, c'est que notamment la CNSA finance tout ce qui est des formations, etc. Mais par exemple, quel financement sur la mise en réseau, l'évolution de nos structures, quel financement, alors ça c'est pas la CNSA, des réseaux, puisqu'on est plutôt en régression qu'en progression. Donc quand on veut dire s'il y a de l'éparpillement et qu'on a besoin de mettre les acteurs et faire du commun pour être plus efficace, il faut aussi des moyens pour financer, animer ces réseaux. Alors il y a des réseaux qui existent, bien sûr, et cette façon de faire permet ces réseaux. Juste un tout petit mot sur ce que me disait Madame Kayabe. Je pense que sur l'absorption des établissements, ça ne peut pas se faire effectivement par une action forcée. Il y a trop d'affect dedans. Mais j'ai deux craintes, c'est que comme on pousse vers ça, qu'il y ait des grosses structures qui viennent et qui poussent à ça, et ça va être mal vécu, et que dans un univers, comme on dit, contraint, parce qu'on l'a voulu contraint, on va avoir aussi des questions d'efficacité, de rentabilité, etc., qui vont faire pression sur les structures. Donc, ce que vous avez dit me paraît très important par rapport aux problématiques que l'on a. Juste un petit mot, les compétences actuelles des conseils généraux, ça date de 2004. Avant, c'était des compétences à la marge. Merci. M. Fernandez, un mot sur ce découpage territorial? Nous, on a découpé le département en 9 territoires d'action sociale donc, correspondants, et on a pour objectif en 2015 de revenir à 6 territoires où on créerait des maisons départementales territoriales. Et la volonté donc d'en arriver sur ces 6 territoires, c'est les conditions géopolitiques qui existent aujourd'hui, à savoir qu'il y a eu des intercos qui se sont créés, et par conséquent, on n'a pas forcément un découpage cohérent entre les futurs intercos de demain et les territoires d'action sociale correspondants. Donc en termes d'harmonisation des moyens, en termes de gouvernance, on va dans ce sens-là. Deuxième point important, c'est qu'on anticipe également sur la dévitalisation des départements prévus à l'horizon de 2021, et par conséquent donc d'essayer d'organiser les choses au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque maison départementale territoriale. Donc c'est les 2 axes importants. Et tout simplement pour m'amuser, hein, Marc, c'est vrai que le préambule de ce qui est exposé, c'est en gros comment on peut faire pour faire prendre de l'argent au sanitaire pour le donner au médico-social, si je fais court. Mais j'avais l'impression que les ARS avaient été créés dans ce cadre-là. Excuse-moi, mais je peux pas. J'ai un peu cette impression. C'est plus compliqué que ça. Oui, tout à fait, mais j'en doute pas. Oui.
Alors, il y a des démarches dans ce sens que vient d'évoquer Albert Fernandez sur de fongibilité. Simplement, il y a deux choses qui sont compliquées, c'est-à-dire qu'on peut, et on a des sujets sur la table actuellement, à envisager des fongibilités entre les soins de suite, la psychiatrie et le médico-social. On a plusieurs projets, il y a déjà des choses qui se sont réalisées dans l'Essonne, dans le Val-de-Marne, et j'en oublie sans doute. Il y a des projets dans d'autres départements, je pense à Paris, je pense aussi en Seine-Saint-Denis. Sauf que là où on a deux limites, c'est l'enveloppe de ville. Quand vous faites de la télémédecine, d'abord vous améliorez l'accès aux spécialistes, vous améliorez le confort des usagers, et vous faites une énorme économie en termes de transport sanitaire. Les établissements, ils ne voient rien de cette économie, rien. Et l'agence non plus. Et là, pour le moment, la question de la fongibilité de ces ressources, qui sont des ressources d'assurance maladie dans les cas, elle est posée. Deuxième axe, quand on évite des passages aux urgences, quand on évite des hospitalisations en médecine ou en chirurgie, qu'il est possible d'éviter, il ne s'agit surtout pas de dire que les personnes âgées ou handicapées ne doivent pas aller à l'hôpital. Il y a bien des cas où c'est indispensable. Mais il y a aussi des cas où on peut l'éviter. Les économies qui sont réalisées, c'est pareil. L'agence n'a pas les moyens juridiques de les identifier et de les transférer, non pas à l'euro, mais simplement pour couvrir les dépenses que les établissements médico-sociaux doivent déployer pour jouer ce rôle d'être dans une logique de parcours. Un établissement médico-social, il peut parfaitement être à l'équilibre budgétaire si le vendredi soir, on fait sortir, ou le soir, parce qu'il n'y a personne la nuit, comme infirmière et médecin, on fait sortir vers les urgences les cas qui peuvent, où on pense qu'il y a un risque de problème ou d'hospitalisation. Ce n'est pas un établissement qui joue le jeu du parcours, mais on ne peut pas lui le reprocher si on ne lui donne pas les moyens d'organiser ce parcours. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a initié des expérimentations, mais l'objectif pour nous, ce n'est pas qu'il y ait 20 EHPAD qui fassent la télémédecine ou 20 établissements médico-sociaux qui aient des infirmières mutualisées la nuit, c'est que l'ensemble des opérateurs franciliens puissent bénéficier de ça, et pour ça, il faudra revoir l'architecture financière. Mais bien loin de moi l'idée que c'est uniquement un problème financier. Il y a aussi une dimension institutionnelle, il y a une dimension, je dirais, d'évolution culturelle. Il faut aussi, c'est vrai, qu'on cesse de penser ce secteur de l'amont vers l'aval. Il y aurait des services qui seraient nobles, d'autres qui n'existeraient que pour être l'aval, hein, des autres. Moi, je souhaite qu'on parle de transformation du sanitaire au médico-social et non pas de basculement, parce qu'en général, on ne bascule pas vers le haut. Donc voilà, tout ça, il y a aussi un travail culturel à faire des deux secteurs, l'un avec l'autre, pour se reconnaître et se comprendre. C'est aussi vrai avec le monde ambulatoire, parce qu'on a besoin de marcher sur ce triptyque pour avancer. Il y a donc des aspects culturels, il y a des aspects institutionnels et il y a des aspects financiers. Je crois qu'on a identifié, je crois que les esprits mûrissent, les preuves qu'on peut faire mieux avec la même ressource se multiplient. À un moment donné, il faudra aussi qu'il y ait des changements institutionnels au niveau national. Alors, il est midi, donc je vous propose maintenant de vous passer la parole pour poser des questions, éventuellement nous faire part de vos témoignages. Je vous demanderai de vous présenter et s'il s'agit d'une question, de préciser à qui elle s'adresse. On va faire passer les micros. Bonjour, je m'appelle Maria Andreos. Je suis directrice d'un établissement dans l'Essonne, à Juvisy-sur-Orge. C'est une question qui s'adresse à M. Bourquin. C'est une question parce que donc, nous gérons à Diagonale des appartements de coordination thérapeutique, donc un secteur personnes en difficulté spécifique qui a été absolument pas évoqué dans cette matinée. Et donc voilà, je voudrais savoir s'il y a des nouvelles sur les GAL de soins en santé, sur des
département de coordination thérapeutique, c'est quand même un secteur, même s'il est plus petit, effectivement, que le secteur du handicap et des personnes âgées, où nous n'avons aucune information sur rien. Alors, je vais... Vous avez une autre question? Non, c'était les liens voilà. de soins santé. Non, simplement, je suis désolé qu'on n'ait pas abordé. Vous savez, c'est difficile d'aborder strictement tous les sujets. Il y a un tas d'autres sujets qu'on n'a pas abordés dans la matinée. Alors, c'est pas du tout qu'on considère, que personnellement, ou que le directeur général considère... Non, c'est pas une attaque, c'est juste une demande d'information. Voilà. Non, mais je ne le prends pas pour une attaque. Je vous dis simplement que c'est pas du tout une mésestime pour l'action des appartements en coordination thérapeutique. Simplement, il n'y a pas actuellement de changement majeur qui les concerne, c'est pour ça qu'on ne l'a pas évoqué. Cela étant, le modèle de l'appartement de coordination thérapeutique est un modèle qui est intéressant, pas seulement pour les personnes en difficulté spécifique, mais on peut aussi avoir des hypothèses de travail, et on le favorise dans les appels à projets. Claude Evin l'a expliqué à travers les variantes qui sont indiquées, de regarder comment on peut travailler sur certaines structures qui ne soient pas des établissements au sens où on l'entend traditionnellement, mais effectivement des appartements coordonnés avec services. J'en profite pour dire que c'est bien parce qu'on sait que l'appel à projet a aussi ses limites qu'on a ouvert ces possibilités de variantes. D'abord, on les a ouverts, j'allais dire en blanc, sans indiquer des montants, et maintenant on indique des montants parce que ça permet aux opérateurs de construire des projets. Donc voilà, je ne peux pas vous répondre simplement, je ne peux pas vous dire qu'on a évoqué les appartements thérapeutiques. Bon, voilà, c'est sur les 2200 établissements, on ne peut pas évoquer tous les sujets en même temps. Désolé. Parce qu'on n'a aucune information, mais même au niveau de nos fédérations, on n'a aucune information sur est-ce qu'il va y avoir un développement ou pas. J'entends, je fais passer le message parce que je vous indique que les structures personnes en difficulté spécifique sont gérées à l'ARS d'Île-de-France par la direction de la santé publique. C'est pas, mais j'entends ce que vous dites et je fais passer l'information. Merci. Bonjour, donc je suis Stéphane Hamon, je suis directeur d'association et nous gérons un ESAT, un CAVA et un centre de formation. Donc l'ESAT, ça concerne l'ARS. J'en ai pas beaucoup entendu parler ce matin de la situation des ESAT. Donc je suis sur le 92. J'ai entendu dire tout à l'heure que l'enveloppe depuis 3-4 ans n'avait pas bougé ou quasiment pas baissé. Je suis très heureux de l'apprendre. Après, j'imagine qu'avec tous les projets de meilleure répartition, en termes d'ouverture de structures sur des publics spécifiques, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, j'en ai tout à fait conscience. Et que si on met de l'argent là, on ne peut pas forcément le mettre de l'autre côté. Mais nous, au niveau des ESAT, j'appartiens à une association qui s'appelle la DETA, qui est une association de directeurs des ESAT. Et indéniablement, depuis 2010, on est en plein budget, donc j'ai fait justement des petits calculs hier là-dessus. Depuis 2010, indéniablement, nos budgets baissent, et la réponse qu'on a, c'est essayer de compenser avec la production commerciale, ce qu'on vous donne en moins. Or, quelqu'un d'entre vous, je ne sais plus lequel d'entre vous a exprimé tout à l'heure la situation économique depuis 2008, qui est quand même particulièrement difficile, et qui fragilise de plus en plus, effectivement, les ESAT que nous dirigeons. Donc je ne sais pas quelle est, comment dirais-je, la politique. Est-ce qu'on fait encore partie des réflexions de l'ARS ou pas? Et si oui, comment, pourquoi, qu'est-ce qui est prévu? Enfin, voilà. C'est une vraie question pour de nombreux ESAT. Je parle en particulier pour ceux de 92, que je connais mieux, bien évidemment.
Je vous remercie. Alors, je vous confirme que les ESAT font partie du périmètre de l'ARS. Je crois comprendre pour longtemps. Bien qu'on avait effectivement pensé, puisqu'il y a eu des annonces dans ce sens-là, que les choses, que cette activité devait être transférée aux collectivités territoriales. Bon, c'est vrai que cette incertitude a pu évidemment créer des interrogations. En second lieu, je suis tout à fait conscient que, étant financé sur le budget de l'État et pas de l'assurance maladie, les ESAT ont vu leurs moyens progresser beaucoup moins vite. Alors baisser globalement, non. Certains, oui. Globalement, non. Et particulièrement pas en 2014. Mais qu'effectivement, la contrainte sur les ESAT, et ça on l'a souligné à plusieurs reprises, avait été structurellement plus forte les dernières années que dans le champ assurance maladie, et ça se mesure dans le taux de reconduction qui en moyenne a été 2 fois plus faible et qui couvrait effectivement à peine l'inflation. Alors après, pour être un peu plus prospectif, je pense que tout ce qui a été évoqué par le directeur général sur les questions de restructuration concerne fortement les ESAT. C'est-à-dire que la démarche de rapprochement nous paraît particulièrement indiquée dans un contexte effectivement où la pression économique est déjà très forte et effectivement les rapprochements inter-établissements, inter-associatifs sont très importants. En deuxième lieu, il y a effectivement des réflexions à avoir, puisque cette restructuration que nous appelons de nos voeux, cette réorganisation, refondation, elle ne se limite pas du tout à l'idée de rapprochement interassociatif, mais aussi sur les modalités d'action. Et je pense, de ce point de vue, que travailler sur la sortie des ESAT, vous l'avez évoqué, Anne Picard, tout à l'heure dans votre propos, ou les ESAT hors les murs, par exemple, sont des pistes qu'il nous faut creuser ensemble pour l'avenir des ESAT. Mais les ESAT ne sont absolument pas oubliés dans le dispositif. Après, si vous voulez, si on prend tous les établissements les uns après les autres, tout le monde va dire « on n'a pas assez parlé de nous ». Bon, voilà, donc je ne sais pas si je vous rassure par mes propos, mais les ESAT sont tout à fait dans notre panorama des travaux à mener, à la fois, encore une fois, sur le fond, je viens de l'évoquer, ou sur l'organisation et les rapprochements à conduire. Bonjour, Estelle Delmas-Favodon de l'AREFO ARPAD. J'avais plutôt 2 réflexions. La première, j'entends le mot coopération, j'entends le mot mutualisation, et derrière, j'ai l'impression qu'on ne met pas tout à fait les mêmes choses. Donc, autant la coopération, j'y mettrais derrière le parcours, la coordination, et derrière la mutualisation viennent les termes baisse de coûts, baisse des charges, mutualisation, fusion. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une priorité? Est-ce qu'il faut aller sur des rapprochements permettant une mutualisation et une baisse des coûts, on va dire, ou être plutôt sur la coopération? Y a-t-il une priorité ou faut-il faire tout à la fois? Une autre réflexion, puisque ces termes-là et ces réflexions-là datent maintenant, ça fait longtemps qu'on parle de ces coopérations et comment travailler ensemble. Une des propositions, ce serait aussi peut-être de tous ensemble se mettre autour d'une table et se dire dans 5 ans où sera le secteur social et médico-social, alors autant secteur associatif, fédération. Je ne sais pas si on est sûr qu'on va dans le même sens, on est sûr qu'on a les mêmes contraintes, ça c'est sûr, mais a-t-on les mêmes objectifs? J'en suis pas sûre, et ça peut être intéressant d'avoir cette démarche prospective pour pas avoir cette impression de subir chaque année et se poser un peu toujours les mêmes questions, mais peut-être d'anticiper et pouvoir nommer des leviers qui nous permettront peut-être d'aller plus loin et de prendre un peu de hauteur. Voilà. Donc sur la question, quelle priorité entre parcours et mutualisation?
Les deux constitutionnels, c'est bon. Tout à l'heure. Oui, je dirais les deux. On n'a plus le choix maintenant. Tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est qui posait la question entre un scénario ou l'autre. Et non, il n'y a pas une seule réponse. Il y a plusieurs réponses. Si c'était en la matière donc, de faire une modification de l'organisation interne, plutôt que d'envisager des mutualisations, il faut les deux. Ce n'est pas une seule réponse. C'était le rapport de l'IGAS, je crois, ce que vous aviez introduit tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas uniquement répondre dans cet élément. La fusion en tant que telle n'est pas un but. Hein. Le tout, c'est de savoir comment travailler mieux ensemble et comment, effectivement, mutualiser les moyens. Parce que tous les moyens qui pourront être mutualisés, compte tenu du contexte qui a été indiqué tout à l'heure donc, par l'ensemble des participants, bah, ce sera autant de places potentielles qui pourront être créées ultérieurement demain. C'est dans cela qu'il faut se poser la question. Et sur votre autre question dans 5 ans, oui, il faut travailler dans une nouvelle gouvernance où vous devez être de plus en plus acteur de la réflexion et de l'estimation des besoins et être de plus en plus acteur à une autre démarche, c'est l'adaptation des réponses que vous apportez aujourd'hui aux besoins de la population, ce qui n'est pas forcément le cas à chaque fois. Oui, puisque c'est au-delà du comment, c'est surtout le pourquoi. C'est effectivement les personnes aujourd'hui souhaitent sans doute plus vivre à leur domicile, être intégrées ou inclus en milieu ordinaire, essayer de voir. Effectivement, on n'a pas pu parler de tous les types d'établissements qu'on a, mais on a essayé de faire des propos qui pouvaient être transversaux, mais je crois que c'est un foyer d'hébergement aujourd'hui, quelqu'un en parlait, de travailleurs d'ESAT et qui se retrouve avec 2/3 de sa population qui a vieillissante, entre 40 et 50 ans, qui ne va plus en ESAT et qui finalement aurait besoin de moyens quelquefois plus importants que ce qu'on peut avoir dans nos EHPAD. C'est plus aussi sur... Moi, je prends tout à fait, on essaye de faire que dans les différents départements où on travaille, on fasse un peu la réflexion de la page blanche, c'est-à-dire qu'on se réunisse pour se dire, voilà, s'il n'y avait pas les murs, si on était là, quels sont ceux à quoi il n'est pas répondu aujourd'hui, les personnes qui sont laissées au bord de la route, parce qu'il y en a toujours eu, quand on parle des problématiques d'autisme, moi j'ai toujours un peu regretté que beaucoup ne s'y intéressent qu'à partir du moment où il y a eu des enveloppes. Je me disais, c'est pas d'attendre justement qu'en fonction ou tel, il y a des populations complètement oubliées, ces jeunes de 18 ans qui finalement font le gros des personnes qui vivent dans la rue. Je parle à Paris, je connais pas dans les autres, mais c'est plus ça, c'est au service de quoi et pour qui et quelle population on peut aider à s'intégrer et à être encore mieux et appuyer en milieu ordinaire et à faire des allers-retours possibles. Parce que souvent, je crois qu'il y a une association qui vient de se créer pour l'accompagnement en milieu ordinaire de travail. C'est-à-dire que quelquefois, les personnes pouvaient intégrer le milieu ordinaire du travail, mais le jour où il y a une problématique, je pense notamment aux personnes avec des maladies mentales, où une crise se produit, comme ça peut se produire régulièrement ou autre, il n'y a plus personne pour être en appui. Donc c'est pour ça c'est aussi d'avoir la possibilité d'appuyer des gens qui vont faire des allers-retours entre les différents milieux. Oui, moi, je rejoins ce que vous dites. Je pense que effectivement c'est coopération, c'est mutualisation, c'est les deux ensemble. Après, il faut nous laisser un petit peu d'initiative en fait au niveau de l'anticipation, de l'évolution des structures, en standardisant pas trop les types d'établissements. Parce que c'est une tendance qu'on a de vouloir standardiser. Et je pense que c'est peut-être pas la bonne solution, parce qu'on a, en fonction de l'implantation territoriale, du réseau de partenaires qu'il y a autour, on va apporter des réponses qui sont assez spécifiques. Et du coup, il faut trouver un équilibre entre une certaine standardisation et nous laisser un petit peu d'initiative. Ça, je dis ça pour nos autorités de contrôle, mais je pense que c'est important. Parce que sinon, on risque de devenir complètement aseptisé, et puis ça va perdre son sens, quoi. Oui, alors un mot, évidemment, je dirais aussi les deux, mais peut-être pour être plus précis, l'idée de regroupement, d'effet, de mutualisation de ressources, évidemment, ce ne sont que des moyens, mais on n'atteint pas les fins si on ne se préoccupe pas des moyens. Donc, dans la démarche, moi je suis assez d'accord avec ce que vous évoquez, c'est un peu ce que, même si c'est peut-être un objectif plus modeste que celui que vous indiquiez, l'idée des rencontres qui vont avoir lieu dans chaque département, c'est bien sur chaque territoire de regarder quelles sont les réorientations d'activités qui sont nécessaires
On a évoqué, c'est un propos traditionnel, mais enfin c'est très important, la recherche de redéploiement de l'activité vers le milieu ordinaire, c'est une tendance forte qu'il nous faut continuer à accompagner, même si dans la région, on voit bien, il ne faut pas se voiler la face, que les besoins en institution, dans un certain nombre de cas, ne sont pas complètement couverts. Donc on a ce double mouvement à conduire. J'évoquais pour les ESAT la question des ESAT hors les murs. On pourrait évoquer pour par exemple les ITEP, les liens que nous voulons systématiques dans l'avenir, en tout cas plus systématiques qu'aujourd'hui entre ITEP et CESAD, avec le sujet des modalités de tarification qui sont différents. Je pourrais donner d'autres exemples. Par exemple, dans les EHPAD qui aujourd'hui sont rattachés aux établissements de santé, très clairement, on a un certain nombre qui sont profondément vétustes. Il faut se poser la question de savoir comment ces établissements, je dirais, qui a priori sont tout à fait indiqués pour organiser, ou en tout cas en interne, une filière efficiente, investissent ou pas. Et s'ils n'investissent pas, eh bien, il faut qu'on en tire les conséquences pour assurer simplement la qualité des prises en charge et de l'équipement. On pourrait multiplier les items et il n'y a pas, pour vous rassurer, il n'y a pas une seule dimension, il n'y a pas un seul objectif qui serait général à toutes les restructurations. En revanche, la question de la recherche de l'efficience, de la mutualisation, de la réduction des coûts, doit être systématiquement recherché comme carburant de ces objectifs, puisque de carburant extérieur, de mesures nouvelles, nous n'aurons guère dans les années à venir. Voilà, nous avons déjà assez à faire au demeurant dans la région. Je vous redis le chiffre évoqué par Claude Évin, il y a 9000 places à installer. C'est un objectif très important, je voudrais réinsister, puisque Claude Évin l'a dit, l'agence doit sûrement faire plus pour aider à l'installation de ces places, mais c'est un objectif très important. Les crédits sont là. Les crédits pour installer ces places sont dans nos moyens financiers. Il faut que collectivement, on arrive à les installer. D'abord parce qu'il faut qu'on réponde aux besoins, et puis parce que j'ai un petit peu peur que dans l'avenir, si on continue à avoir autant de places non installées, eh bien, on ne les installe jamais parce que les moyens nous seront retirés. Donc, vous voyez, il y a vraiment un sujet de poursuite du développement de l'offre. Il y a un sujet de transformation de cette offre pour répondre autrement aux besoins, pour répondre aux besoins qui augmentent et redéployer aussi, parce qu'il y a aussi des besoins qui se réduisent ou qui sont moins prégnants. Dans le champ du handicap, par exemple, il y a certains handicaps qui se réduisent, d'autres qui au contraire augmentent. Il y a la problématique du vieillissement, donc les sujets, les axes de cette réorganisation des services, des activités ne manquent pas, mais ils doivent être conduits conjointement avec la recherche d'efficience. Merci. Alors il est midi 20, vous allez bientôt nous parler, monsieur Lapin, quelque chose à... Oui, sur la question faut-il l'un ou l'autre, oui, je pense qu'il faut l'un et l'autre. Et après, c'est toujours délicat, parce que là, on a beaucoup plus développé la question de la fusion, de l'absorption d'un établissement, que celle des coopérations. Mais ce qui a été dit aussi, c'est que ces questions-là, elles doivent venir des rapprochements entre les structures elles-mêmes, de leur dynamique, de leur réflexion. Mais aussi, et ça, il faut le favoriser au niveau du Conseil général, permettre un état des lieux avec d'autres partenaires locaux et ces structures, pour essayer d'avoir aussi dans le milieu de ces structures des possibilités de coopération. Je pense que ça, c'est l'élément essentiel. La deuxième chose, c'est nous, par exemple, on ne peut pas contrôler la création de nouveaux services d'aide à domicile. Mais ce que l'on a mis en place, c'est une association qui s'appelle Evolia, et cette association que l'on finance pour une part, elle est aussi pilotée par les structures d'aide à domicile. Et elle fait participer aussi les CCAS nombreux sur le territoire là-dessus. Donc, elle travaille sur une partie des formations que la CNSA nous donne. Elle a mis, par exemple, elle a aidé au financement et la mise en commun d'outils comme des lecteurs de cartes sur les chèques CESU pour des petites structures, etc. Et elle travaille sur les formations. Donc, on met des outils de coopération.
Et puis, juste pour plaisanter un petit peu, M. Bourquin, tout à l'heure, en parlant des ESAT, moi je suis très intéressé par les ESAT qui sont dans des situations difficiles, parfois en compétition dans la situation actuelle avec des établissements pénitentiaires pour certains travaux, hein, ce qui ne rend pas les choses faciles. Et sur les ESAT, M. Bourquin indique que l'ARS, à un moment, ne devait pas garder cette responsabilité. Alors j'ajouterais que, évidemment, ce qu'il avait été proposé, c'est que ça soit transféré vers les départements, mais des départements dont on ne sait pas s'ils existeront et s'ils existent, quelles seront les compétences. Tout à l'heure, M. Fernandez a parlé dans les découpages des départements des agglomérations, mais les agglomérations, la commission de préfiguration va en discuter cet après-midi, sans doute. On ne sait pas s'il y aura des agglos, si elles auront un financement propre, parce que si elles n'en ont pas, je ne vois pas à quoi ça sert de leur transférer des compétences qu'elles ne pourront pas assumer, etc. Alors je dirais que là-dessus, peut-être Dieu le sait, mais nous, non. Hein, comment ça va se passer? Et ça rend quand même les choses très très difficiles sans nous empêcher d'avoir des projets. Merci pour cette transition avec l'après-midi. Alors là, je crois que je me Dernière question. Oui, ça s'adresse à M. Bourquin, Jean-Luc Cousineau, directeur de l'association Cordia et du GCSMS IOTA. On a parlé de taille. Avez-vous des chiffres à nous donner? Qu'est-ce qu'une petite taille ou une grosse taille? Dans vos scénarios que vous avez imaginés, quel est le nombre idéal d'équivalents temps plein ou de salariés? Non, enfin, on peut tourner. Enfin, je pense qu'on va tourner autour de ce sujet. Je vais prendre un exemple sans nommer. On a dans la région Île-de-France un établissement sanitaire de très grande taille. Bon. Est-ce qu'il est trop gros? On me pose la question. Il est très gros. Bon. Il y a des établissements médico-sociaux avec des associations qui gèrent un établissement de 25 places. Je vous renvoie à la question, est-ce qu'ils sont trop petits? Je pense objectivement que oui. Alors évidemment, on va trouver dans de nombreux cas, parce que il y a un très gros investissement personnel, à la fois des professionnels, à la fois du directeur, du président de l'association, président ou présidente évidemment, mais il suffit qu'un de ces éléments vienne à un moment donné, parce que c'est la vie à manquer, et la fragilité est là. Le premier facteur qui justifie de ne plus avoir à 5-10 ans 500 associations mono-établissements, c'est tout simplement que ça ne peut pas reposer sur une ou deux personnes. C'est le premier, et ça a été évoqué sur les recrutements de personnel, c'est le premier sujet, c'est assurer un minimum de sécurité parce que tout ne repose pas sur une ou deux personnes. Voilà. Alors après, si vous me demandez, vous essayez, pardon, ne prenez pas mal, de m'amener sur le terrain en disant « mais alors c'est quoi la taille idéale que vous avez en tête ?» Je n'ai aucune taille idéale en tête. Je pense qu'il n'y a que des cas d'espèce. Mais incontestablement, quand on est un EHPAD ou un IME respectivement de 70 places ou de 30 places isolés et qu'il faut faire 15 millions de travaux, eh ben on ne peut pas les faire. Mon sujet, il est là. Si on peut les faire, qu'on peut conduire l'évaluation externe et répondre aux obligations réglementaires dont je sais bien qu'elles ont beaucoup évolué, mais nous sommes dans une république et donc on applique les textes, eh bien, je veux dire, il n'y a pas de volonté a priori de dire il faut rassembler de force tout le monde. La question c'est, est-ce qu'on peut répondre aux enjeux du jour? Est-ce que le budget est équilibré? Est-ce que l'activité qualitativement et quantitativement est suffisante? Est-ce que la modernisation peut être assurée? Si on répond à toutes ces questions, il n'y a pas de raison de dire, voilà, est-ce qu'on peut recruter les professionnels qualifiés nécessaires? Il n'y a pas de raison, dès lors qu'on répond à ces questions, oui, il n'y a pas de raison de dire à un opérateur, vous devez forcément rejoindre un vaisseau amiral. Mais simplement, nécessité fait loi, et dans bien des cas, c'est pas possible de répondre à toutes ces questions par oui. Dernier point, et j'en aurai fini, et puis vous m'excuserez, je serai obligé de partir. J'en profite pour vous remercier de votre accueil et de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer. Dernier point, nous ne sommes absolument pas dans une démarche en Île-de-France de créer des associations géantes en disant, ben voilà, on aura 25 associations de très très grande taille et puis ça ira très bien comme ça. C'est pas du tout la démarche. Notre démarche, encore une fois, c'est de manière pragmatique de voir là où il y a des difficultés pour
pérenniser, faire évoluer, orienter dans la réponse aux besoins les structures, de leur permettre de se rapprocher par tous les outils de rapprochement et de coopération possibles. La fusion n'étant, vous l'avez évoqué, que une des hypothèses qui sera peut-être dans certains cas celle qui se réalisera, mais il y en a encore une fois d'autres. C'est vraiment l'objectif de réponse et de service aux franciliens qui doit guider notre action. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on sera bien dans une approche au cas par cas, qui est plutôt rassurant. Je crois qu'il y a encore une ou deux questions. Oui, j'ai une question pour M. Burquin. Juste une dernière. Monsieur Bourquin, je suis là. Voilà. Oui, merci. Je sais que vous allez voir Monsieur Evin, donc je vous prie de vous faire bien l'interprète de mes inquiétudes. Tout à l'heure, il disait que pour les EHPAD, je suis Monsieur Mesloub, je dirige un établissement qui accompagne des personnes en situation de handicap mental et psychique dans le milieu ordinaire. Donc tout à l'heure, M. Evin disait qu'en ce qui concerne un certain nombre d'EHPAD qui n'ont pas un taux de remplissage suffisant, on appliquait un taux pour réduire la dotation de financement. Et à l'instant, je vous entendais dire, bon, bien sûr, c'est une mathématique ingénieuse pour faire des économies, mais... Non, c'est pas pour faire des économies. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je vous écoutais tout à l'heure, vous avez reconnu que, en ce qui concerne le secteur sanitaire, là où il y a des économies vraisemblables, puisque vous donnez des exemples de la médecine de ville, etc., l'ARS n'a pas les moyens de capitaliser ces fonds-là. Donc, comment vous pouvez rendre possible la fongibilité à ce moment-là, hein, tellement bien pensé au niveau de l'ARS? Merci. Alors, je le redis, mais je crois que Claude Evin l'a dit, d'ailleurs il a cité des chiffres, hein, on est sur 0,3%. On est dans une logique incitative au plein usage des capacités. 3000 personnes âgées dépendantes supplémentaires chaque année en Ile-de-France, on ne va pas pouvoir créer 3000 places chaque année. Donc il faut d'abord commencer par s'assurer que toutes les places sont utilisées. Évidemment, et là aussi ça a été évoqué, s'il y a des travaux de reconstruction, si on est en phase d'ouverture, on ne va pas appliquer ces règles de calcul. Ensuite, incontestablement, l'incitation à la pleine activité que nous avons mis en œuvre dans les unités de soins de longue durée depuis 3 ans maintenant a porté ses fruits. On n'a quasiment plus aucune USLD qui est en dessous de 95%. On nous avait dit que c'était impossible, qu'il y avait plein de raisons pour lesquelles non. Aujourd'hui, les établissements sont pleins. Donc voilà, et je pense qu'il n'est pas contestable que l'argent public, c'est-à-dire le nôtre, c'est pas seulement c'est pas celui de l'agence, c'est le nôtre, hein, doit être utilisé pleinement. Et s'il y a un opérateur qui a un budget pour une capacité, il faut que cette capacité, en laissant un volant, c'est pour ça qu'on n'a pas dit 100%, et d'ailleurs, si on était dans certaines structures pour handicapés, on ne serait pas à 95, mais plutôt un peu plus bas. En tout cas, voilà, cette démarche, c'est une démarche d'incitation. Et donc, on ne fait pas des économies, puisque la totalité des crédits qui sont réservés sont réinjectés sous forme de crédits non reconductibles. Enfin, si vous voulez, puis je vous rassure tout de suite, moi, j'ai aucun intérêt à faire des économies. Hein, ça ne va pas dans ma poche. Hein, voilà. L'argent qui est attribué à l'agence, il est intégralement réutilisé. Ensuite, la question que vous posez, eh bien, c'est la question d'identifier autour des dépenses et ressources d'un établissement, vous parlez d'un EHPAD, mais on pourrait prendre d'autres exemples, les dépenses qui l'occasionnent ou au contraire qui se réduisent. Et dans l'exemple que j'ai donné, c'est très simple. Le sujet dans un établissement, par exemple, qui va être en télémédecine, c'est de dire, voilà, il y avait tant de dépenses en transport sanitaire en 2014, on met la télémédecine en place en 2015, et en 2016, eh bien, on transfère à cet établissement au moins ce qui est nécessaire sur les économies de transport qui ont été réalisées, ce qui est nécessaire au financement de la consultation, du matériel, et puis payer la consultation de télémédecine, puisque ça a un coût de 4 € par consultation. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas le faire. Il n'y a pas d'obstacle technique. Il faut simplement que les administrations, que les décrets, etc., permettent cette fluidité. C'est la même chose avec la question des tarifs partiels, tarifs globaux des EHPAD. Si un EHPAD choisit le tarif global, pour l'agence,
sur son enveloppe, ça fait des dépenses supplémentaires. Oui, mais ça veut dire que les prestations du kinésithérapeute ou du médecin, pour être très concret, elles sont dans le budget de l'établissement, elles ne sont plus en ville. Donc l'économie qui est réalisée en ville, au moins à due concurrence des crédits dont dispose l'EHPAD, il faudrait qu'ils soient transférés. Voilà, c'est tout simplement une question de visibilité. Je crois savoir, on a eu des échanges avec la CNSA, qu'un dispositif de ce type va être mis en œuvre en 2015. Ça fait des années que nous le demandons et je crois comprendre que ça avance. Et donc ça donnera effectivement du sens aux politiques. Clairement, l'agence a toujours favorisé, par exemple, le passage au tarif global, mais il faut effectivement que l'établissement puisse, au moins pour la part des dépenses supplémentaires qu'il intègre, rapatrier cette ressource supplémentaire. Voilà. Mais ça n'empêche pas d'utiliser des méthodes pour être plus efficace et s'assurer du plein usage des capacités. Donc là, vraiment, je suis désolé, je suis obligé d'y aller. Je vous remercie de me préserver 10 minutes pour manger un sandwich. Au revoir. Alors, il est midi passé, donc je suis vraiment désolée pour les questions qui restaient, mais là, il ne faut pas qu'on prenne le risque de retarder le déroulement de la journée. On va demander à Marie-Zébé de conclure la réunion, quelques éléments. Si on peut lui donner un micro. Conclure, je ne sais pas, Anne, il m'appartient tout d'abord de te remercier d'avoir animé avec dynamisme et compétence cette table ronde. Merci aussi à tous les intervenants, les 2 élus et les 3 représentants associatifs. Merci à Marc Bourquin qui vient de nous quitter. S'il fallait donner quelques mots, quelques pistes d'orientation par rapport à tout ce qui a été dit là, moi je retiendrai quelques conditions de réussite d'une dynamique de refondation. Critères à la fois politiques et critères d'ordre technique. Critères d'ordre politique, vous avez tous été en mesure de dire avec force, chacun à sa manière, qu'il fallait d'abord et avant tout un dialogue. Un dialogue, c'est ce que je réclamais tout à l'heure, c'est-à-dire des espaces de concertation au niveau des unités territoriales, Marc Bourquin nous l'a affirmé, mais aussi en infra-territoire. Et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel entre les autorités, entre les associations et les fédérations. Ça, c'est le premier temps de la réussite. Le deuxième temps, je crois que c'est vous-même, Madame Kayabé, qui l'avez dit. Merci pour ce discours de vérité. Il faut, chers amis, une vraie volonté politique des conseils d'administration. Il est de notre responsabilité des administrateurs de porter, d'anticiper les évolutions à venir. Et je crois que ça, c'est vraiment tout à fait essentiel. C'est notre responsabilité politique essentielle dans une association, qu'elle soit petite, grande ou moyenne. Troisième condition, c'est Madame Kayabé qui l'a dit également, une fois qu'une orientation a été décidée, il faut vraiment un vrai travail en commun entre les administrateurs, les personnels de direction et les cadres. Et ça, c'est pas évident d'entretenir cette dynamique-là pour l'avoir fait ailleurs, dans une autre association, les Cités du Secours catholique. Ça demande du temps et du punch, c'est le moins qu'on puisse dire. Quatrièmement, pour réussir, décloisonner en interne. Les freins sont aussi chez nous. Les freins sont aussi chez nous. Donc décloisonner en interne pour arriver véritablement à établir ce dialogue en interne. Pas si évident. Dernière condition enfin, dans cet aspect politique, la dimension du temps, de la progressivité. L'un de vous a parlé de fiançailles, de mariage. Et je crois que c'est tout à fait essentiel, un mouvement, l'installation des places. Monsieur Evin et Marc Bourquin le disaient tout à l'heure, il faut du temps. Et l'installation, la mise en œuvre, la réflexion, la mise en œuvre pratique d'une dynamique de refondation, elle nécessite du temps parce que ça ne se décide pas, la confiance. C'est quelque chose qui se construit dans le temps et ça, je crois que c'est tout à fait essentiel. 2 critères d'ordre plus technique que j'ai retenus, on en parlait à l'instant avec Marc Bourquin, la fluidité des financements, ça n'est pas encore vraiment à l'ordre du jour et c'est vrai que c'est un vrai frein celui-là. Les financements entre l'ambulatoire, l'enveloppe ambulatoire, l'enveloppe médico-sociale et l'enveloppe sanitaire, ça, il faut vraiment aller beaucoup plus loin dans cette dynamique-là. Et enfin, autre critère sur un plan technique, il est à la fois technique et politique,
c'est d'établir cette concertation au niveau des territoires de proximité. Vous l'avez bien dit, M. Fernandez, tout à l'heure dans les Yvelines, hein, je crois que c'est, et vous-même également, M. Laporte, c'est vraiment là que ça se passe, la vraie vie, elle est là, au niveau des territoires de proximité, là où les partenaires sont ensemble, se connaissent et peuvent se tendre la main. Moi, je retiendrai 2 mots forts pour terminer. Nous serons dans l'incitation, nous a dit Marc Bourquin, au cas par cas, et en sachant utiliser tous les outils qui vont de la concertation à la mutualisation, à la coopération, et ça, je crois que c'est vraiment tout à fait essentiel. Et vous le disiez tout à l'heure, M. Fernandez, le mouvement que vous avez amorcé dans les Yvelines depuis 1990 quand même. Il faut du souffle, il faut du temps, il faut véritablement une vraie prospective en la matière. Et puis retenons également que nous sommes sur un secteur en pleine évolution, 9000 places à installer pour les prochaines années. Tout ça est un élément forcément positif. Voilà, nous allons conclure là, hein, vraiment, cette fois-ci, et nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure à 14h, un petit peu avant, pour accueillir à la fois 2 élus, et puis le préfet Lucas, qui pilote en Ile-de-France la mise en place de la mission de préfiguration de la MGP. Voilà, bon appétit à tous, à tout à l'heure. Merci. Une petite information, excusez-moi. J'attire votre attention dans votre mallette, vous avez le programme du matinal organisé par l'UNIOP sur le thème des ressources humaines le 3 décembre.